Alliance, nouveaux soldats, stratégie, coup bas. À 1 an des élections municipales, la bataille pour gagner la mairie de Paris a déjà commencé. Dans chaque camp, on prépare ses armes car les enjeux nationaux sont de taille. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Conquête de Paris, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, la gauche en ordre dispersé. J'ai décidé de me présenter à Paris. À Paris, il y a des embouteillages. Paris. Vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. C'est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle. Faites-vous élire ici, puis on en reparlera. À nous, Paris. Je vous propose un petit moment d'histoire pour commencer cet épisode. Saviez-vous que le prochain ou la prochaine maire de Paris ne sera que le 16e de la capitale ? Et on peut dire que l'histoire de cette fonction a été mouvementée. Le tout premier maire de Paris s'appelle Jean-Sylvain Bailly et il est élu en 1789. C'est l'arrestation de Louis XVI après la fuite à Varennes qui va le faire chuter en 1791. Paris va ensuite connaître une succession d'élus, pas moins de 5 jusqu'en 1794. La mairie est supprimée au bout de 6 ans seulement et sera rétablie en 1848 pour quelques mois. Au fil des turbulences politiques et historiques, la ville accueille un nouveau maire en septembre 1870, Étienne Arago. Son mandat durera moins de 2 mois et c'est Jules Ferry qui lui succède jusqu'en juin 1871. Il faudra attendre 1977 pour que Paris ait de nouveau un maire. Il s'agit de Jacques Chirac qui compte bien se servir de cette fonction pour atteindre l'Élysée. Depuis, il n'a eu que 3 successeurs, Jean Tibéri, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. Depuis son rétablissement, la fonction de maire de la capitale revêt évidemment une portée nationale et cette nouvelle élection en mars 2026 ne déroge pas à la règle. Les rappels historiques sont toujours utiles quand on se prépare à la bataille. Et pour la suite de cette partie de risque autour de Paris, je reste sur la gauche du plateau. Le coup précédent a été joué par le PS, mais ils ne sont pas seuls de ce côté-là. J'ai donc préparé les pions verts et rouges et à chacun sa carte mission à remplir d'ici aux élections municipales. Les écologistes doivent garder la gauche unie pour gagner Paris et la France insoumise va tenter de se faire une place au niveau local. Avec moi pour lancer les dés, Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express. La bataille des candidats, elle se joue beaucoup aussi chez les Verts. Qui va y aller ? Donc c'est la grande question. Et il y en a un en fait qui a tenté de changer les règles en cours de jeu. C'est Yannick Jadot. L'ancien eurodéputé est depuis 2023 sénateur de Paris et il a annoncé au tout début de l'année vouloir briguer la mairie. Ouais, c'était assez surprenant. Bon, d'une part, il faut savoir que les écologistes sont très procéduriers. Et donc, en octobre 2024, les militants écolos de Paris ont voté ce qu'on appelle une motion de cadrage. Donc, pour le commun des mortels, c'est un décret interne qui fixe les contours de la candidature écolo à la mairie de Paris. Dans cette motion de cadrage, il y avait 2 choses qui étaient précisées. Que le chef de file écologiste, donc le candidat écologiste, serait désigné par une primaire en mars, avec la fin des dépôts de candidature à la fin du mois de janvier. Or, en annonçant sa candidature comme ça, début janvier, Yannick Jadot a voulu sauter la primaire et se présenter au nom du parti et en son nom. C'est en fait toute la communication de Yannick Jadot autour de sa candidature qui semble compliquée. Tout le monde savait que Yannick Jadot se positionnait depuis un petit moment, réfléchissait à se présenter concrètement à la mairie de Paris. Sauf que, effectivement, rien ne s'est passé comme prévu. Il avait préparé une interview, il avait été interviewé dans Le Parisien, et lui pensait que cette interview allait paraître le mardi. Or, c'est le lundi matin qu'elle a été publiée sur le site du Parisien, titrée « J'aime Paris ». Donc, à ce moment-là, c'était la panique dans l'entourage et dans le cabinet de Yannick Jadot parce que rien n'était prêt. Ils n'avaient pas envoyé les visuels, ils n'avaient pas prévenu les militants. Donc voilà, l'interview est sortie trop tôt et ça a surpris un peu tout le monde dans le parti. Il faut qu'à l'échelle de là où on vit, on ait le sentiment de maîtriser son destin. Donc, de l'importance de gagner les villes. Et moi, je veux que Paris, effectivement, devienne écologiste comme Bordeaux, Lyon et beaucoup d'autres en France. Yannick Jadot ne semble pas vouloir passer par la primaire, mais il a des raisons de se méfier de ce processus. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, Yannick Jadot prévient ses homologues écologistes en leur disant que lui ne veut pas que cette primaire ait lieu parce que c'est facteur de division, etc., etc. Mais
quand on connaît un peu Yannick Jadot et sa trajectoire, on peut comprendre qu'il a une relation toute particulière aux primaires. Il en a fait 2, fin 2016, début 2017 et en 2022. Il les a gagnées toutes les 2. C'était pour être le candidat écologiste à l'élection présidentielle. Sauf qu'à chaque fois, il est ressorti en pièces. Lui-même le dit, il ne le cache pas, il déteste les primaires. Certes, c'est démocratique, mais reconnaissons que les primaires souvent laissent des traces. Et la dernière en date, donc avant l'élection présidentielle de 2022, l'a tout particulièrement traumatisé. Je me souviens d'un déjeuner où ils nous racontaient que... avant cette primaire, il était à 10% dans les sondages, qu'il en est ressorti, il était à 7% dans les sondages, que par la suite, il n'est jamais remonté dans les intentions de vote. Et effectivement, c'est tout le problème d'une primaire, c'est que ça met en lumière toutes les divisions d'un parti et ça crée des frustrations. Et c'était le cas de Sandrine Rousseau, qui était finaliste de la primaire de 2022, qui est passée à un poil de la remporter et qui, pendant toute la campagne présidentielle de 2022, lui a tiré dans les pattes. L'ancien eurodéputé est déterminé à être candidat à Paris et il espère embarquer les militants avec lui. Il estime avoir été mal compris par les militants. Bon, après, il faut dire qu'il n'a pas été non plus très clair. Donc, il est revenu plusieurs fois sur ses déclarations dans la presse. À la fin du mois de janvier, il expliquait dans un mail interne que sa démarche ne visait aucunement à contourner le vote des militants, ni de changer les calendriers qui avaient été adoptés par ces mêmes militants. C'est un peu une opération coordonnée, parce qu'il a le soutien de la direction. C'est-à-dire que la direction envoie elle-même un mail aux adhérents en disant que Yannick Jadot est la meilleure des solutions, en enjoignant un peu les prétendants écolos à la mairie de Paris à se ranger derrière Yannick Jadot parce qu'il est le seul à pouvoir gagner, à faire rayonner la ville. Sauf que chez les écolos, on n'aime pas beaucoup la verticalité. On n'aime pas beaucoup quand les chefs à plumes remettent en cause les cadres votés par les militants. Donc c'était assez intéressant d'observer comment en fait on décrit presque un coup d'État au sein des écolos parisiens. Yannick Jadot tente donc de rattraper la situation. Il veut mettre les choses au clair avec les militants, mais cela ne va rien arranger. Rappelons un peu le calendrier. Il reste quelques jours avant le 31 janvier. Le 31 janvier, c'est le moment où chacun des prétendants pour devenir chef de file des écolos doit déposer sa candidature. Et donc, Yannick Jadot tente son va-tout. Il convoque tous les militants en visio, sur Zoom. Sauf que on ne sait pas trop si c'est un acte manqué ou si c'est quelque chose de volontairement organisé comme tel, mais le lien de la visio est carrément trouvable sur le site de la candidature de Yannick Jadot. Il n'est pas bloqué par un mot de passe. Et donc, il y a pas mal de journalistes, de cette façon, qui ont accédé. Et donc, on assiste tous à un moment un peu lunaire dans cette campagne. Donc, il y a Yannick Jadot qui est en costume dans son bureau. Il y a Marine Tondelier également qui est venue apporter son soutien en visio. Elle est depuis une gare dehors avec ses écouteurs pour apporter son soutien au candidat. Et Yannick Jadot prend la parole et réexplique, fait acte de contrition sur pas mal de points problématiques selon les écolos. Et finalement, la visio, c'est un peu un raté. Ça se retourne contre lui. On voit même des gens, des adhérents qui sont historiquement pro-Jadot, des responsables écolos qui prennent la parole pour le lâcher en direct. C'était assez compliqué pour lui, cette phase, et c'était une réunion de la dernière chance qui, à la fois, était assez révélatrice des tenants et aboutissants de cette démarche qui aura duré en tout et pour tout 15 jours. Une autre partie du problème pour Yannick Jadot, c'est que chez les Verts, la liste de candidats est alors déjà longue. Il y en a 4. Et donc, de ce point de vue-là, sa candidature et surtout sa démarche déplaît. Il y a 4 candidats, 3 femmes, certaines racisées. Et donc, on lui fait le reproche d'être un homme blanc qui veut outrepasser la primaire et demander aux 3 femmes de se ranger derrière lui, alors que les 3 et les 4 candidats siègent au Conseil de Paris. Parmi donc tous ces candidats, il y a évidemment David Béliard. Donc David Béliard était déjà candidat en 2020. Il est adjoint à la mairie actuellement. Il y a une autre adjointe, Anne-Claire Bou, Aminata Niakaté, qui est porte-parole nationale des écologistes, et Fatoumata Koné, qui est présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris. Yannick Jadot n'a donc pas participé à la primaire organisée par les Verts. Les écologistes ont désigné leur candidat pour Paris il y a quelques jours,
David Béliard. Ils l'ont désigné au bout du suspense. La primaire, elle a eu lieu donc, les dimanches 16 et 23 mars dernier. Et David Béliard est arrivé en tête, et largement en tête au premier tour, avec près de 48% des voix des Verts parisiens. Il est passé à une quinzaine de voix de l'emporter au premier tour. Mais finalement, en fait, Anne-Claire Bou est passée au second tour. David Béliard a gagné d'une courte tête, puisqu'il était en ballottage plutôt défavorable, parce que sur les deux candidates éliminées, les deux candidates éliminées ont apporté leur soutien à Anne-Claire Bou, qui pouvait espérer la remontada, comme on dit. Mais finalement, ça s'est pas fait, et David Béliard rempile pour une deuxième campagne, puisqu'il était déjà tête de liste en 2020. On peut dire que dans cette partie pour la conquête de Paris, Yannick Jadot n'avait pas les bonnes cartes en main, et notamment car il a ignoré une autre règle du jeu des écolos. Alors on a parlé de cette fameuse motion de cadrage qui organisait une primaire, mais qui organisait aussi la stratégie des écologistes à gauche. Les écolos ont plaidé pour créer un nouveau front populaire dès le premier tour, donc en comprenant la France insoumise. Mais Jadot, faut dire que c'est un peu le moins LFI compatible de toute la bande des écolos. Faut se rappeler de 2022, quand il est en campagne présidentielle et que la Russie envahit l'Ukraine. Yannick Jadot tape comme un sourd sur Mélenchon, en le traitant littéralement de pro-russe. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui disait que Vladimir Poutine allait régler le problème syrien quand il bombardait les populations civiles, qui considérait que l'Ukraine faisait partie finalement de la Russie. Donc en fait, certains pointent l'incohérence de la direction, c'est-à-dire Marine Tondelier, qui est un peu se vit comme l'incarnation du nouveau Front populaire, qui s'épanouit dans ce rôle de liant dans l'alliance, mais qui à la fois soutient un candidat qui serait plus ou moins anti-LFI et prendrait surtout l'union dès le premier tour avec la majorité municipale sortante, à laquelle n'appartiennent pas les Insoumis. Marine Tondelier a poussé la candidature de Yannick Jadot à la mairie de Paris. Pour beaucoup, elle l'a surtout poussé dans les escaliers. C'est-à-dire qu'elle aurait poussé à se prendre les pieds dans le tapis, surtout pour s'en débarrasser d'ici à 2027, parce que certains lui prêtent quelques ambitions nationales. Les joueurs verts, menés désormais officiellement par David Béliard, continuent donc leur progression. Et avec le départ d'Anne Hidalgo, ils comptent bien porter la gauche vers la victoire. Le récit des écolos, c'est de dire Hidalgo n'y va pas, c'est la fin d'un cycle. On a partagé les victoires d'Hidalgo, mais on n'est pas Hidalgo. Donc ce qu'on est, c'est la rupture dans la continuité. Et avec la bataille des dauphins d'Hidalgo, certains chez les écolos croisent vraiment les doigts pour que les socialistes se déchirent, parce qu'en plus la primaire s'est plutôt bien passée. Reste maintenant à maintenir les bonnes ententes entre les écolos de Paris. Mais les écologistes en ont conscience, pour l'emporter à Paris, il faudra faire des alliances. Et il faut savoir aussi que le nouveau Front populaire a encore une certaine signification à Paris, plus qu'ailleurs en France. Aux législatives anticipées, 9 députés du NFP ont été élus au premier tour dans des circos parisiennes. Et au total, il y a 12 circonscriptions sur 18 à Paris qui sont pour le nouveau Front populaire. Et avec un accord, ça permet de ne pas voir les insoumis grignoter sur les terres écolos. Sauf que chez les dirigeants parisiens écolos, ils clament effectivement sur tous les toits qu'ils voudraient faire une alliance avec LFI, mais il y a un vrai sujet, c'est que LFI à Paris, c'est avant tout Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, c'est un caractère bien trempé, mais c'est surtout des affaires judiciaires qui pourraient peut-être entacher l'image de l'Alliance. La députée LFI Sophia Chikirou a été mise en examen pour escroquerie aggravée. L'enquête porte sur plusieurs infractions. Escroquerie et tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux et prêt illicite de main-d'œuvre. Donc finalement, chez les Verts, ce qu'on dit, c'est oui au NFP, si possible. À gauche, on sait donc qu'il faut s'allier avec un autre joueur, même s'il semble avoir moins de pions, car LFI compte bien prendre une place à Paris. Il y a ce sujet Sophia Chikirou, c'est cette rumeur qui enfle,
qui n'est pas démentie du tout par Sofia Chikirou, parce qu'elle a envie d'aller à Paris. Sofia Chikirou, c'est la députée de la 6e circonscription de Paris. Elle a été élue en 2022, réélue en 2024. Et c'est une proche, une intime de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, Sofia Chikirou prend des rendez-vous avec certaines personnes du reste de l'Alliance des gauches à Paris. Sofia Chikirou va prochainement rencontrer d'ailleurs David Béliard. Mais elle n'est pas officiellement intronisée par les Insoumis. D'ailleurs, il y a d'autres Insoumis qui sont intéressés. Il y a notamment le député Rodrigo Arenas. Malgré son ancrage dans la capitale, la France insoumise a bien conscience qu'elle ne peut pas gagner seule la mairie de Paris. D'ailleurs, Sofia Chikirou le dit volontiers. Elle assure qu'elle a beaucoup de liens avec les écolos et qu'elle aimerait éventuellement travailler avec eux. Le souci, c'est que LFI est déjà un épouvantail à Paris. Pour le PS, Sofia Chikirou l'est encore plus. D'autant que ni Rémi Féraud, ni Emmanuel Grégoire ne veulent s'allier à LFI. Au contraire, ils ont des mots très durs contre cette formation politique. Mais chez les Insoumis, on présente la situation un peu différemment. Jean-Luc Mélenchon essaye de surjouer un peu la pression, d'ailleurs, sur les partenaires à gauche. Il l'avait d'ailleurs dit dans ses mots, en interpellant Rémi Féraud, en lui disant qu'il ne pourra pas être le prochain maire de Paris, parce que les Insoumis ne le soutiendront ni au premier, ni au second tour. Et donc, les Insoumis, comme dans d'autres villes, théorisent, à défaut de pouvoir gagner une autre situation, c'est-à-dire on peut bloquer des décisions ou devenir des partenaires essentiels si la gauche l'emporte avec nous. Cette élection, c'est en fait surtout un moyen pour la France insoumise de consolider son ancrage local. LFI aurait surtout tort de s'en priver. Le NFP a gagné 12 circonscriptions à Paris. 6 sont entre les mains des Insoumis. Et chez LFI, on mise surtout sur ces arrondissements où les Insoumis ont fait un bon score aux législatives. Mais pour l'heure, c'est vrai que la donne a changé. La France insoumise a évolué électoralement. Dans l'actuel conseil municipal parisien, il n'y a qu'un seul élu insoumis. LFI installe donc ses pions, surtout dans les arrondissements de l'Est parisien, mais la partie pourrait se compliquer encore un peu plus à gauche avec l'entrée d'un autre joueur, Place Publique. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, de son côté, il a affirmé que la gauche parisienne devrait compter sur Place Publique au municipal. Il apporte pas encore de soutien à un candidat. Il en a cherché un pendant un petit moment. Il avait des vues, notamment sur Yannick Jadot, à nouveau. Il l'avait appelé, il lui avait posé la question, plus ou moins concrètement, est-ce que ça t'intéresserait d'être le candidat à Place Publique ? Jadot avait à l'époque décliné. Mais désormais, il y en a certains chez Place Publique qui nourrissent des ambitions propres, des historiques, comme on dit, de Place Publique, comme un certain Saïd Ben Moufok, qui depuis un petit moment commence sérieusement à réfléchir à l'éventualité de se présenter. D'autant que il s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour l'instant, à part à droite avec Rachida Dati, à gauche, personne n'est connu. C'est-à-dire que personne n'aura de gain de notoriété. Est-ce que les Parisiens connaissent beaucoup plus Rémi Féraud que Saïd Ben Moufok ? C'est la question que beaucoup de gens à gauche commencent à se poser. Le plateau de jeu est déjà bien rempli, et c'est sans compter sur les communistes. Yann Brossa est lui-même candidat, il l'assume. Donc Yann Brossa, c'est coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris. Il est sénateur également à Paris. Il faut savoir que les communistes, c'était partenaires historiques des socialistes depuis des décennies à Paris. Donc, faut voir comment ils vont se positionner dans la séquence. Yann Brossa, pour avoir discuté avec lui, il est plutôt sur une ligne comme les socialistes de dire il faut reconduire la majorité municipale sortante, s'unir dès le premier tour. Ce qui est clair, c'est que la course à la mairie de Paris traduit les ambitions nationales de chacun des partis. Et les alliances difficiles de la gauche au niveau national ont également lieu dans la capitale. La bataille pour Paris exacerbe donc les tensions à gauche, mais aussi à droite, et c'est au programme de la suite de cette série. Demain, on part de l'autre côté du plateau de jeu, car l'extrême droite aussi lorgne sur la capitale. Pour ne pas rater ce récit, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, comme Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Merci à Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express, spécialiste de la gauche, de nous avoir accompagnés durant ces 2 premiers épisodes. Et si cette thématique vous intéresse, vous pouvez, chers auditeurs, vous inscrire à notre newsletter Pouvoir dans votre boîte mail tous les jeudis à 18h.
La Conquête de Paris est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.